Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis, réponse B, je maintiens l'allure. Alors regarde bien. En face de nous, à gauche, il y a un bus. Et en face de nous, un peu plus loin, on a un passage piéton. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Ici, le bus va obstruer ton champ de vision, ce qui va créer un angle mort. Et sur cet angle mort, il est possible qu'un piéton veuille traverser la rue, et ce piéton, pour l'instant, tu ne le vois pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A, je ralentis. Question numéro 2. Ce panneau indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ce panneau, on appelle ça un panneau B58, donc qui est effectivement, qui indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, on va voir deux choses déjà. Donc, c'est quoi une période hivernale et c'est quoi les équipements obligatoires ? Alors, la période hivernale, elle est fixée par décret, hein, c'est entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc, entre le 1er novembre et le 31 mars, si vous voyez ce panneau, eh ben, il faut obligatoirement que vous ayez des équipements pour la période hivernale. Alors, c'est quoi ces équipements pour la période hivernale ? Ce sont des dispositifs antidérapants. Ah oui, mais c'est quoi des dispositifs antidérapants ? Alors, il y en a plusieurs. Vous avez les chaînes métalliques. Alors, à savoir que les chaînes métalliques, il est obligatoire d'en avoir au moins 2 sur les 2 roues motrices. Hein ? Donc, vous pouvez aussi également mettre des chaussettes, c'est un peu plus facile à disposer. Ou alors avoir des pneus hiver. Alors, c'est quoi des pneus hiver ? Les pneus hiver, c'est des pneus avec le marquage 3PMSF. Donc ça veut dire Three-Peak Mountain Snowflake. Et donc ça, les pneus hiver, il faut en avoir sur toutes les roues. Alors, vous allez voir, sur la roue, il y aura soit marqué 3P MSF, soit il y aura une montagne à 3 pics avec un flocon de neige dessus. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ce panneau indique bien une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Question numéro 3. Dans cette situation, je dépasse les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis en présence d'une zone d'incertitude. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici vous voyez que la rue est étroite et qu'on est en agglomération. Hein, vous savez déjà, je pense, que en agglomération, lorsqu'on veut dépasser des usagers vulnérables, alors on doit laisser un écart de sécurité d'1 mètre. Or, ici, si on dépasse les piétons, clairement, on n'aura pas cet écart de sécurité de 1 mètre et on risque le contact avec ces piétons. Alors, est-ce que je suis en présence d'une zone d'incertitude ? Ça, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille fortement d'aller dans la formation, de vous
formés. C'est une question de cours. Donc effectivement, les usagers vulnérables ont des zones d'incertitude et qui dépendent en fait de leur nature. Les piétons vont avoir une certaine zone d'incertitude, les animaux une certaine zone d'incertitude, les enfants une certaine zone d'incertitude. Bref, en tout cas, je vous en réfère à la formation. Ici, effectivement, on est dans une zone d'incertitude. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 4. La signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, question super intéressante. Alors déjà, on a ce panneau. Que veut dire ce panneau ? C'est un panneau de danger qui nous avertit d'une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, comme le montre le petit dessin. Alors, il y a le pendant de ce panneau qui indique une succession de virages dangereux dont le premier est à droite, comme le montre le petit dessin. Vous voyez, le virage commence à droite. Ensuite, la signalisation indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, ce panneau est un panneau de priorité qui indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Au-delà de ça, regardez bien, les panneaux, il y a un panneau au-dessus de l'autre. Donc le panneau de virage dangereux est au-dessus du panneau de priorité d'intersection. Et ça a une signification. C'est pas là par hasard. Je sais que beaucoup d'entre vous, là, se posent des questions, se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, il y a des ordres de préséance. C'est-à-dire que lorsqu'un panneau est au-dessus de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le panneau du bas concerne le panneau du haut. Ce qu'on appelle un ordre de préséance. Là, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans cette situation ? Ça veut dire que vous serez prioritaire à la prochaine intersection qui se trouvera dans la zone de virage dangereux. C'est ça que ça veut dire. Pour en revenir à la question, la signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, la bonne réponse est la réponse A, que j'ai la priorité à la prochaine intersection, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 5. Je peux dépasser ce cycliste immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, on est dans un contexte super intéressant. À notre droite, on a un bus à l'arrêt, un arrêt de bus qui dépose des passagers. À la gauche du bus, on a un cycliste et apparemment ce cycliste veut dépasser le bus dans sa propre voie. Alors, déjà, il faut que tu saches que pour dépasser un vélo, il faut respecter un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Or, ici, on voit bien que si on dépasse le vélo, on n'aura pas cet intervalle de sécurité. Donc, juste pour cette raison, on ne peut pas dépasser le cycliste. Mais il y a une deuxième raison. Comme tu peux le voir ici, notre champ de vision est obstrué par le bus. On ne sait pas ce qui se passe devant le bus. Étant donné qu'il a déposé des passagers, peut-être que certains passagers se sont mis devant le bus pour traverser de manière inopinée. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ralentis. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 6. En conduite, le taux d'alcool contraventionnel est de
Réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le taux d'alcool contraventionnel est de 0,5 g par litre de sang. Alors, je sais que parmi vous, certains d'entre vous vont se poser plein de questions. Ils vont se dire, oui, mais la question n'a pas précisé qu'on était hors probatoire, ou alors, il y a des personnes qui vont pas comprendre ce que c'est qu'une contravention, un délit, une infraction. Alors, pour tous les gens qui se posent des questions sur cette question, je vous incite vraiment à vous former. Voilà. Parce que normalement, vous ne devriez pas vous poser ces questions. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent. Et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, 2 cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau. Ce fameux panneau, ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les 3 principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir,
ça veut dire que c'est une voie privée. Et donc, tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation, ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée. Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Tous les médicaments sont autorisés pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir qu'à l'arrière des boîtes de médicaments, il y a des pictogrammes. Alors, tout d'abord, il y a le pictogramme de niveau 1, qui est de couleur jaune. Celui-ci indique en fait que la conduite est possible. Mais il faut quand même que vous fassiez attention en cas de somnolence et de vertige. Ensuite, vous avez les pictogrammes de niveau 2, qui eux sont de couleur orange. Alors là, pour le coup, avant de conduire, il faut en parler avec votre médecin, votre pharmacien, enfin bref, un professionnel de santé, pour savoir si vous êtes apte ou pas. Alors après, il y a le niveau 3. Alors le niveau 3, c'est le pictogramme de couleur rouge. Dans ce cas-là, il est interdit de conduire si vous prenez ce type de médicament. Donc, d'ailleurs, pour reprendre la conduite, il est obligatoire d'arrêter de prendre ces médicaments. Donc ici, à la question, est-ce que tous les médicaments sont autorisés pour la conduite ? La réponse est non. Question numéro 9. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues, réponse B, 3 diodes bleues, réponse C, 4 diodes bleues. Alors, remarquez bien ici dans le tunnel, regardez les lignes de rive, elles sont continues. Donc, il est impossible de connaître sa distance de sécurité en regardant les lignes de rive, comme on le fait souvent sur une route. Alors, effectivement, dans un tunnel, la distance de sécurité sera de 2 diodes bleues. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Je vérifie la pression de la roue de secours. Réponse A, une fois par an. Réponse B, à chaque fois que je contrôle les autres roues. Alors, les roues du véhicule sont à vérifier une fois par mois. Donc, lorsque je contrôle les roues du véhicule, je contrôle également la pression de la roue de secours. Donc, la bonne réponse
Ici est la réponse B. Question numéro 11. Je suis en période probatoire. Je dois équiper mon véhicule du disque A. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, durant ma période probatoire, je dois obligatoirement apposer le disque A à l'arrière de mon véhicule. Si vous le faites pas, c'est une contravention de 2e classe et vous risquez une amende de 35 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, A, je laisse la priorité à droite et je passe. B, je m'arrête. Alors, on va regarder la vidéo encore une fois. Et regardez. Vous remarquez ici que le feu clignote orange au milieu. Alors, ça c'est du cours. Hein. Ça c'est vraiment du cours. N'oubliez pas, il y a la formation qu'on vous propose en lien dans la description. Alors, ce qu'il faut savoir. Vous avez 2 cas de feu qui clignotent à l'orange. Vous avez le premier cas où il clignote à l'orange au milieu. S'il clignote à l'orange au milieu, ça veut dire que le feu est en panne. Donc le feu ne marche pas. Donc on reste dans des règles de priorité d'intersection. Donc si le feu ne marche pas, c'est priorité à droite. Deuxième cas, le feu clignote à l'orange, mais en bas. Là, c'est différent. Là, le feu fonctionne. Mais en fait, il sert à réguler la circulation. En général, vous trouverez les feux orange clignotants en bas la nuit dans les villes. Enfin, en agglomération de nuit, pour réguler en fait la circulation. Alors, s'il n'y a pas de panneau sous le feu, priorité à droite, comme quand il est en panne. Par contre, souvent, quand ce sont des feux de régulation, donc avec le feu orange qui clignote en bas, il y a des panneaux sous le feu, notamment des panneaux de priorité. Soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur toute la route, soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur la prochaine intersection. Ici, il n'y a pas de panneau de priorité sous le feu, il y a seulement un panneau d'interdiction de tourner à droite, mais il n'y a pas de panneau de priorité. Le feu clignote au milieu, donc il est en panne. Alors, je laisse la priorité à droite et je passe. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. La ceinture de sécurité doit être posée à plat sur le corps? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être. Réponse C, vrillée. Réponse D, détendue.
Alors, la ceinture de sécurité doit toujours être posée à plat sur le corps. Donc, épaules, torse, hanche. Elle ne doit pas être vrillée ni détendue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Entretenir sa voiture permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, changer les filtres, filtre à air, filtre à huile, changer les roues lorsqu'elles sont usées, les gonfler lorsqu'elles sont dégonflées, va vous permettre de réduire la consommation de carburant naturellement. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Ce panneau indique un danger. Réponse A. Permanent. Réponse B. Temporaire. Alors, il existe deux types de panneaux de danger. Donc, les panneaux qui sont donc sur fond blanc, qui sont en fait des panneaux permanents, et ceux qui sont sur fond jaune, qui sont temporaires. Ici, ce panneau de danger de rétrécissement de chaussée est sur fond jaune, il est donc temporaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Un piéton est présent sur la chaussée. Réponse A, je cède le passage. Réponse B, je place le pied devant le frein. Réponse C, je m'arrête obligatoirement. Alors, ici, regardez, on a un piéton donc sur la chaussée. Par contre, on ne le voit pas entièrement, on ne voit pas son visage, on ne connaît pas ses intentions. Ici, on est quand même dans une situation dangereuse. Cependant, il n'est pas obligatoire de s'arrêter. Tout dépendra de son intention. Si par exemple, il se met à courir, oui, là, il faudra s'arrêter. Là, je prends juste mes précautions. Je place mon pied devant le frein au cas où, et je lui cède le passage si il se met par exemple à courir inopinément pour traverser la chaussée. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. L'étiquette énergie indique, entre autres, les émissions de CO2 du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'étiquette énergie est en fait une étiquette obligatoire pour les véhicules, pour l'achat des véhicules neufs. Comment se présente cette étiquette énergie ? C'est une feuille A4, comme tu le vois ici. La partie haute, en fait, sera indiquée tout ce qui concerne le type de véhicule, c'est-à-dire la marque de la voiture, le modèle de la voiture, le carburant qui est utilisé pour la voiture, par exemple si c'est du diesel, de l'essence, ou si c'est une hybride, par exemple.
Juste en dessous, tu auras tout ce qui concerne la consommation du carburant. Par exemple, ici dans cet exemple, c'est 4,2 litres pour 100 km. Ensuite, juste en dessous, tu auras le rejet de CO2 par kilomètre parcouru pour ce véhicule. Donc, ce sont les émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Tu verras également que plus les émissions de CO2 sont faibles, plus l'étiquette va aller vers le A. Plus les émissions de CO2 seront fortes, plus l'étiquette va aller vers le G. Donc, ici, pour répondre à la question, l'étiquette énergie indique bien les émissions de CO2 du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je suis bien placé pour aller à Nîmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on est très bien placé pour aller à Nîmes via la A9. Par contre, on sera très très mal placé pour prendre la sortie 26. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle des lignes de dissuasion. Donc n'oubliez pas, les lignes de dissuasion, on peut les couper pour dépasser un véhicule lent et pour se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les seuls cas où on peut couper une ligne de dissuasion. Donc ici, je suis bien placé pour aller à Nîmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Je peux m'arrêter au niveau de la station de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le stationnement et l'arrêt sont strictement interdits au niveau d'une station de bus. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Je suis en période probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h. Réponse B, 110 km/h. Alors ici, comme les panneaux le montrent, on est sur autoroute. Donc là également, je vous montre le document que vous retrouverez dans l'information qui indique les vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Comme tu le vois, la vitesse maximale autorisée en période probatoire sur autoroute est de 110 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Plus la vitesse augmente, plus le temps de réaction augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h, la distance parcourue durant le temps de réaction est de réponse C, 21 mètres. Réponse D, 49 mètres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il te faudra pour d'abord percevoir un danger, analyser un danger, décider d'une action, puis agir. C'est ce qu'on appelle le PADA.
Durant toutes ces étapes, il se passera un temps de 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Et ce temps de réaction est le même pour tous. Il ne dépend donc pas de la vitesse. Alors, la deuxième question, c'est à 70 km/h, la distance parcourue est-elle de 21 mètres ou de 49 mètres? Pour calculer la distance parcourue durant le temps de réaction, on multiplie le nombre des dizaines par 3. Ici, ça fera 7 fois 3, ce qui nous donne 21. Donc la distance parcourue durant le temps de réaction est de 21 mètres. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 22. Les aides à la conduite sont fiables à 100%. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pas du tout. Les aides à la conduite ne sont pas fiables à 100%. Il peut y avoir tout simplement des défaillances électroniques. Il peut y avoir aussi une mauvaise détection due à la pluie, par exemple, ou aux intempéries. La mauvaise détection peut être aussi due à des obstacles, qui peut être sur les radars ou en dessous des radars. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt. Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin d'usure et que vous ne sentez rien, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un écart de A, 1,50 m, B, 1 m. Alors, pour dépasser un vélo en agglomération, il faut laisser un écart de 1 mètre entre notre véhicule et le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Je prends la voiture d'un ami. A. Je pars directement. B. Je vérifie les rétros seulement. C. Je vérifie tous les réglages. Bien sûr, lorsqu'on prend une nouvelle voiture ou la voiture de quelqu'un d'autre, on vérifie tous les réglages. Il ne faut jamais partir directement et vérifier les rétros seul sans avoir par exemple réglé d'abord le siège pour avoir une bonne assise serait totalement impertinent et inconsistant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Je vérifie tous les réglages.
Question numéro 26. Ce véhicule gris vient de franchir le feu rouge. Il encourt une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il encourt un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, là, c'est une question évidente. Lorsque vous grillez un feu rouge, vous encourez une amende de 135 € et également un retrait de 4 points sur votre permis de conduire. Hein, c'est une infraction, enfin, c'est une contravention de 4e classe. Bon, en plus d'encourir une amende et un retrait de points, il encourt aussi un accident. Hein, ça, faut pas l'oublier. D'où le fait de ne jamais griller un feu rouge. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 27. Je vais tout droit. J'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, faites attention à cette question parce que vous êtes nombreux à faire des erreurs sur ces notions. Alors, concernant les feux orange qui clignotent, vous avez deux grands cas qui vont se présenter à vous. Le premier cas, le feu clignote à l'orange en bas. Le deuxième cas, le feu qui clignote à l'orange au milieu. Commençons tout d'abord par le feu qui clignote à l'orange en bas. Alors, si le feu clignote à l'orange en bas, ça veut dire que le feu fonctionne, mais qu'il indique un danger spécifique. Hein, c'est-à-dire que ça indique un danger. Également, il faudra aussi céder la priorité à droite pour les véhicules sur l'intersection. Concernant ensuite les feux orange qui clignotent au milieu, comme c'est le cas ici, vous allez avoir deux cas qui vont se présenter. Le cas de jour et le cas de nuit. Alors, lorsque c'est le jour et que les feux orange clignotent au milieu, ça veut dire que le feu est en panne, il ne fonctionne pas. Donc, ce qui va régir les priorités dans l'intersection, c'est la priorité à droite. Par contre, si vous êtes de nuit, donc là, le feu, en général, fonctionne. En fait, les municipalités ont mis ça en place pour fluidifier, le trafic de nuit. Donc le feu fonctionne et il faudra laisser aussi donc, le régime de priorité qui est celui de la priorité à droite. Ici, dans notre cas, on est de jour et le feu clignote à l'orange au milieu. Ça veut dire que le feu est en panne et je dois donc céder la priorité aux véhicules venant de droite à l'intersection. Donc ici, pour répondre à la question, je vais tout droit, j'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Non. Les véhicules venant de droite ont la priorité. La bonne réponse ici est la réponse. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée
au code de la route, réalisé par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 28. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Ce marquage au sol annonce A. Une réduction de voix. B. Une ligne continue. Alors, petite question piège. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la flèche de rabattement est située sur la ligne axiale, pointillée, alors elle annonce une ligne continue. À ne pas confondre avec une réduction de voix, où là la flèche, elle sera décalée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. Je ne me suis pas arrêté lors d'un contrôle de police. Cette infraction constitue réponse A, un refus d'obtempérer. Réponse B, un délit de fuite. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur refus d'obtempérer, délai de fuite et c'est des questions qu'on pose souvent lors de l'examen officiel. Un refus d'obtempérer, c'est quoi ? Un refus d'obtempérer, c'est lorsque tu refuses le contrôle de police, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à un contrôle de police. Plus largement, en fait, c'est quand tu n'obéis pas à un ordre légal face à un agent de l'ordre public. Un délit de fuite, c'est vraiment autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque tu fais un accident et que tu ne t'arrêtes pas, soit pour constater l'accident, soit pour aider une victime dans le cas d'un accident avec dommages corporels. Donc c'est deux choses différentes, d'accord ? Donc ici, ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, c'est ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 32. Je laisse la priorité au véhicule rouge à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une propriété privée. Donc, le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée. Alors, le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe, avant le véhicule. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres, réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2, donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 34. Ce panneau indique réponse A, un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, vous avez souvent tendance à confondre deux panneaux. Alors, le panneau de gauche, qui est un panneau de danger, et qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Vous voyez, il y a deux personnages. Et le panneau de droite, également un panneau de danger, qui indique un passage piéton. Donc ici, ce panneau indique un endroit fréquenté par les enfants. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Je ralentis et je dépasse ce camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, dans cette situation, bien sûr, on dépasse le camion.
Cependant, on va faire attention à bien ralentir parce qu'on ne sait jamais. Devant le camion, il peut y avoir des ouvriers, par exemple. Là, on est à côté d'un chantier, il peut y avoir des ouvriers ou, par exemple, le chauffeur de camion qui veut monter dans son poids lourd. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, tu es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 36. Ce panneau indique réponse A, un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse B, une place de parking. Ce panneau indique un emplacement d'arrêt d'urgence. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. J'approche d'un passage piéton. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques, donc on a un passage piéton à quelques mètres de nous et à droite, on a des bus qui sont à l'arrêt. Donc qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer qu'il y ait des piétons que tu ne vois pas devant le bus qui s'apprêtent à traverser et qui auront donc la priorité. Donc ici, ce qu'on fait par mesure de sécurité et par manque de visibilité, on va ralentir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Le réglage des rétroviseurs peut modifier les angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez sur le petit dessin, effectivement, modifier ces rétroviseurs va modifier les angles morts. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A.
non réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est réglementaire, eh bien, on regarde les lignes de rive. Alors, comme toujours, hein, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive à droite. Pour qu'elles soient respectées, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous, donc la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examen blanc que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 40. Lors d'un contrôle de police,
Je dois obligatoirement présenter le procès-verbal du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de présenter le procès-verbal du contrôle technique. Par contre, vous devez présenter une preuve que le contrôle technique est bien valable, valide. Par exemple, en montrant la vignette du contrôle technique. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.